« 1929, l'année des extrêmes. Les vendanges d'automne faisaient la promesse de la cuvée du siècle, tandis que le mardi noir plongeait l'humanité dans la plus grave crise financière de son histoire, annonciatrice des jours les plus sombres. C'est l'année choisie par Fernand et Lucien Paris pour concevoir leur fils André, mais était-ce réellement un choix ? Il a très vite ressenti qu'il n'avait pas été désiré par sa mère. Il prétendra même qu'il l'avait perdu très jeune, se décrétant ainsi orphelin de mère. Dès l'âge de 5 ans, il a comblé ce vide affectif en s'intéressant aux autres. Il a appris à regarder et transcrire le monde qui l'entourait à l'aide du trait. C'est donc dans le dessin que son don d'observation a trouvé un mode d'expression. La salle commune du petit hôtel familial allait se révéler très vite une véritable galerie de modèles, anticipant ainsi l'évolution de cette vocation précoce. Le dessin, très tôt, lui a permis d'exprimer la confusion des sentiments et des manques affectifs qui plus tard influencera profondément son œuvre et favorisera l'éclosion de l'artiste. Quand j'avais 5 ans, mes parents qui habitaient, donc avaient cet hôtel-restaurant rue de Paris à Charenton, nous n'étions à la fois pas loin de l'école, du lycée, et puis, partant de là, des connaissances qu'on pouvait avoir sur l'extérieur. Si le Paris des années 30 est festif et badin, celui des années 40, en revanche, s'est paré de la force sinistre des croix gammées. Les pavés résonnent de bruits de bottes. Le jeune adolescent n'oubliera jamais la sensation du joug de l'occupant. À jamais, elle entretiendra chez lui une fibre libertaire. Après la conversion à la peinture, c'est la couleur qui sera tout à la fois le vecteur et l'interprète de cette révolte. Elle sera résolument pure, engagée, sans aucune concession à toute forme de normes ou d'usage, et moins encore de mode. Très tôt, la locution « ton pastel » sera synonyme de mièvre, et ceux qui en font usage seront gratifiés d'un définitif émasculé. L'engagement et le rejet d'une zone de confort inspireront sa création durant toute sa vie. Je l'ai connu très peu. Je l'ai connue très peu parce qu'elle est morte très jeune, n'est-ce pas? Donc, je suis resté avec mon père, et puis quelques personnes féminines qu'il a connues, lesquelles m'ont plus ou moins adopté, et ont fait de moi un gamin un peu digne de ce nom, puisque à l'origine, je n'avais rien. Dans ce café-hôtel, on avait une cuisine, et dans cette cuisine, on avait un espèce de placard dans lequel je cachais des pages à dessiner, et sur ces pages à dessiner, je m'entraînais à faire des dessins. Parce que j'avais pas du tout, à l'époque, une culture picturale, pas du tout. Oui, donc je m'entraînais à faire des dessins, donc ce que peut faire un gosse à cette époque-là. Et puis, je suis tombé un jour sur une cliente comme ça, qui regardait mes dessins et qui a dit à mon père, « Mais votre gamin, il a du talent. » Oh. Alors j'ai
mon père a encaissé ça. Moi, tout gamin que j'étais, hein, j'ouvrais une oreille, mais je comprenais pas grand-chose. Et puis finalement, à la longue, au fil des mois, j'ai compris que pour mieux connaître le dessin et la peinture, fallait que je suive des cours. Alors les cours où? À l'époque, hein, les beaux-arts, ils ne m'étaient pas ouverts à mon âge. Hein. Alors je suis allé à Montparnasse, où il y avait des cours de dessin. Alors Montparnasse était connu pour sa qualité de dessin et de peinture. Et puis là, j'ai rencontré des gens qui, voyant mes dessins, enfin mes premiers dessins, ont dit mais on peut en faire quelque chose. Et ils m'ont pris sous leur aile. Je voulais dessiner et peindre, mais je n'en avais pas les moyens, ni la possibilité. Et il a fallu qu'à Montparnasse, je tombe sur ces gens qui, eux, ont dit, mais nous, on peut t'amener dans un atelier de dessin à Montparnasse où tu compléteras tes connaissances. Et là, j'ai commencé à trouver ce qu'était le modèle, un modèle. Apprendre à dessiner d'abord, puis ensuite à peindre, mais d'abord à dessiner un modèle. C'était surtout des femmes, et elles servaient de modèle. Voilà. Et donc je me suis servi de ces gens-là, qui étaient modèles, et je m'en suis servi pour apprendre à dessiner, pas à peindre, mais à dessiner, apprendre à dessiner. À 18 ans, il est admis à l'école des Beaux-Arts de Paris, dont l'enseignement va lui permettre d'assimiler les leçons des grands maîtres et structurer la quête de son Graal pictural. Titien, sur son lit de mort, aurait dit « Je voudrais vivre encore rien qu'un seul jour, et alors je crois que je saurai peindre. » André a inlassablement cherché à comprendre, et bien que conscient qu'un idéal est hors de portée, il n'y a jamais renoncé. Moi, ce que j'étais fixé par mon regard, c'était le modèle. De comprendre le modèle et de comprendre ses lignes, comment les interpréter. Mais j'étais pas du tout épris du modèle. Pour comprendre ce que le modèle m'apportait. Et m'apportait, c'était à la fois la construction des lignes, leur élaboration, la façon de les interpréter, et quelquefois d'en faire autre chose.
j'avais commencé par Montparnasse, où j'avais fait la connaissance de gens qui dessinaient, qui peignaient, mais qui appartenaient pas à des œuvres d'art, et c'est eux qui m'ont incité à fréquenter les Beaux-Arts, à m'y inscrire. Bon, j'y allais, bien sûr, parce qu'il y avait des modèles qu'on pouvait dessiner ou peindre, et puis des ateliers, mais moi, l'atmosphère des Beaux-Arts ne me convenait pas. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de faire la connaissance des individus qui avaient un renom mondial quelquefois, hein, et que j'avais la chance de pouvoir les connaître et de les côtoyer, et surtout de travailler pour eux et qu'ils me critiquent. Pour moi, c'était ça le plus important. Là, il y a des choses que j'ai pas compris. Bon, alors je vais essayer de les comprendre. J'y arrivais pas toujours, hein. Croyez-moi, pas toujours. Et j'y ai passé longtemps de ma vie à essayer de comprendre certaines choses comme ça. Il y a un moment donné où il faut être un intellectuel si on veut essayer de comprendre les choses, mais au plus profond. Et puis l'intuitif, c'est ce que vraisemblablement on ressent après. Et ce qu'on traduit. Comment on traduit sa connaissance? Ça, c'est pas simple, hein. Traduire sa connaissance, c'est pas simple. Moi, j'ai toujours préféré peindre les inconnus. D'abord parce que les Beaux-Arts m'y avaient habitué, hein. Et puis parce que ces femmes, j'avais toujours derrière la tête, c'est leur métier. Voilà, elles ne sont pas obligées, c'est leur métier, c'est leur gagne-pain. Moi, j'ai toujours trouvé que le corps de la femme était quelque chose à la fois d'équilibré, mais souvent même de déséquilibré. Quand vous avez des femmes qui ont des poitrines énormes, hein, qui ne correspondent pas du tout au restant de leur corps, il y a une espèce de déséquilibre, mais faut l'accepter et le voir comme tel. J'ai sans doute influencé des jeunes qui étaient dans les cours comme moi et qui me regardaient mes dessins et qui disaient « Oh là là, ce qu'on aimerait dessiner comme toi. » Voilà. Mais ça s'arrête là.
Ce qu'on essaye de comprendre, c'est comment on va traduire ce modèle. C'est ça. Comment on va le traduire? Voilà. Ça, c'est plus compliqué que le reste. Pour moi, ça a toujours été le plus compliqué. Quand j'ai découvert ce qu'était réellement la mosaïque, j'ai dit, mais si t'es pas trop con, tu dois essayer d'en faire autant. Bah ouais, ça sera pas aussi bien, mais essayer d'en faire autant et de comprendre comment ça fonctionne. C'est arriver à traduire la lumière. La couleur, c'est une chose, mais la lumière dans une toile, que ce soit de la peinture ou de la mosaïque. Le sujet importe peu, c'est ce qu'on va en faire qui est important. Les progrès rapides du jeune artiste, stimulé par son instinct, le conduisent à se faire remarquer et susciter l'émulation que son exemple inspire. J'ai travaillé dans un atelier de décor de théâtre, avenue Secrétan, et comme décorateur. Voilà. Et là, en tant que bon décorateur dans cet atelier de théâtre, j'ai eu la chance de connaître et de faire la connaissance de gens haut placés dans le métier. Et puis c'est surtout d'essayer de comprendre enfin qu'est-ce qu'était la peinture et qu'est-ce qu'étaient tous ces maîtres qui ont laissé un passage présent dans l'art de la peinture, de façon à ce que les autres qui arrivent après non seulement puissent les comprendre, mais s'en servir, et si possible s'en servir intelligemment, ce qui n'est pas simple. Et puis non seulement on apprend,
mais on essaye de comprendre, ce qui est énorme. Essayer de comprendre. Qu'on l'ait compris soi-même, c'est une chose. Mais essayer de le faire comprendre aux autres d'une façon simple, mais non seulement simple, mais efficace. Parce que c'est ça l'important. C'est de faire comprendre aux autres l'efficacité de cette peinture. Une rencontre allait transformer son expression artistique et bouleverser sa vie. En 1952, un soir, alors qu'il travaille dans un atelier après les cours pour financer ses études, un homme frappe à la porte, tel le destin. Trapu, de petite taille, le regard perçant, il s'attarde sur le tableau accroché au mur d'entrée, comme une marque de bienvenue à laquelle il se montre sensible. Il demande le nom de l'auteur. Le patron de l'atelier lui désigne le petit jeune qui s'affaire dans un coin de la pièce. Picasso s'avance et le gratifie d'une appréciation audible du seul jeune artiste. Une semaine durant, le maître, c'est ainsi qu'on l'appelait, est venu finaliser sa colombe de la paix, distillant chaque jour un mot, une réflexion, à l'intention de l'élève subjugué. Ainsi cette affirmation dont la simplicité le dispute à la vérité. « André, on met longtemps à devenir jeune. » Cette rencontre a définitivement décidé d'une vocation qui ne demandait qu'à s'exprimer. Je suis devenu un des patrons de la télévision. Voilà. Responsable des services de construction décor de la télévision. Ils étaient donc sous mes ordres, ces gens-là. J'étais leur patron. Voilà. Et les directeurs de l'époque de la télévision me recevaient souvent. Il fallait savoir, à l'époque, non seulement diriger une partie de la télévision, la faire modifier, et puis lui donner un élan nouveau. Moi, j'ai été le patron de beaucoup de gens à la télé, notamment les gens qui exécutaient les décors, quel que soit leur grade, ils étaient sous mes ordres. Son entrée dans la vie active s'est concrétisée par la découverte du monde du décor de théâtre. Cette discipline a toujours attiré des artistes curieux de cette création si particulière et de la dimension spatiale qu'elle impose, à l'image des peintres de la Renaissance qui décoraient les plafonds des chapelles. André y côtoie Dali, mais surtout, il y fait la rencontre de Derain, dont il deviendra très vite l'assistant et l'exécutant des projets du grand peintre. À l'aube des années 50, la télévision en est à ses balbutiements. Les jeunes talents y sont les bienvenus pourvu qu'ils soient créatifs et inventifs. Le récent père de famille entrevoit la perspective d'une carrière qui lui fera gravir tous les échelons jusqu'au poste de directeur de la création et de la construction des décors. Il travaillera avec les plus grands. Santelli, Chancel, Averti, Tchernia, les Carpentiers. Ma deuxième épouse m'a beaucoup influencé sur ce qu'était ma peinture. Bon, est-ce que moi, j'en faisais? Et souvent, ou elle était admirative, ou pas du tout. Elle voyait tout à fait autre chose. Mon art, j'ai vécu avec.
si j'avais été un peu plus culotté, entendons bien, hein, il aurait pu devenir autre chose, de bien plus complexe, peut-être pas de meilleur, j'en sais rien, je sais pas, hein, mais plus complexe, ça c'est sûr. Séduisant, de surcroît artiste peintre, ses atouts lui ont sans doute valu un succès dont il n'est aujourd'hui pas prolixe, mais que l'on devine peu contestable. Les femmes ont parfois été ses muses, mais c'est sa seconde épouse, Jeanne, qui l'a le plus fidèlement accompagnée dans son évolution artistique. Elle a souvent pris place derrière le chevalet pour inspirer le peintre, le mari et l'amant. J'ai été longtemps, après avoir commencé la peinture, j'étais voir des corridas. Longtemps après. Hein. Les premières corridas que j'ai vues, j'avais quoi, 15 ans ou 16 ans. J'ai jamais été tellement émotionné. Moi, je trouvais, d'une part, complètement idiot de se servir de ces bêtes, de les tuer, hein, histoire que de plaire au monde. C'est une connerie. Je n'ai jamais encaissé ça. Quand je les peins, j'essayais de traduire une pensée autre chose que ce que j'avais vu dans leur corrida à la Godille. Par une belle journée ensoleillée de 15 août, tandis qu'il faisait les courses du déjeuner à Figeac, dans le Lot, il a eu une de ces fulgurances dont il était coutumier et décidé d'entraîner toute la famille assister à la corrida de Bayonne, 300 km plus loin. Ce spectacle a provoqué un choc rétinien qui s'est propagé jusqu'au pinceau, in situ, carnet à dessin sur les genoux. Il n'oubliera jamais la confusion sensorielle qui l'a envahi et l'art tauromachique entrera définitivement dans le gisement de son inspiration. C'est pas parce que j'aimais particulièrement les bateaux. Moi, c'est la mer qui m'impressionnait. J'ai toujours été impressionné par la mer. Toujours. Et je préférais de loin l'Atlantique et la Méditerranée. Ça, évident. Il y avait une vie, là. La Méditerranée, pour moi, n'a jamais représenté une vie. C'était un être dormant, dans lequel il y avait des êtres dormants, hein. Donc je n'ai jamais été ébloui par la Méditerranée, jamais. L'océan, pour moi, c'est autre chose, hein, de loin.
métier de marin, oh, c'est quand même pas facile. Et puis, c'est des heures et des heures, hein, parce qu'un marin, il fait facilement 10 à 12 heures par jour, hein. Bon, dans des conditions difficiles, souvent, victime des tempêtes, victime du ressac qu'il peut y avoir dans la mer, dans les océans, hein. Mais ça m'a toujours, moi, le métier de marin m'a toujours ébloui. Et chaque fois que j'ai pu discuter avec des marins, je parle pas des militaires, hein, les marins civils, j'ai toujours été sidéré à la fois de leur connaissance, mais aussi à leur façon de vivre, de voir comment était la vie. Par la pureté des couleurs, l'éclat de la luminosité et les vibrations de l'atmosphère, les paysages marins offrent toutes les stimulations à des pupilles en éveil. Au-delà de la symphonie chromatique qui en résulte, la mer est d'abord une histoire d'homme, de préférence une mer tempétueuse dont le caractère entre en résonance avec celui du peintre. Il y en a eu d'autres parce que Picasso s'est aussi inspiré de gens peintres qui étaient avant lui, bien avant lui, hein. Oui, oui, moi j'ai eu cette chance, comme ça dans ma vie, de rencontrer des gens qui, quelquefois, beaucoup, peu, mais le temps, hein, qu'ils m'accordaient, m'ont apporté quelque chose. Ils m'ont apporté quelque chose. Ils m'ont laissé à quelque chose là-haut.
J'aimais être dans l'ombre, pourquoi? Parce que je n'avais pas la prétention, par contre, de dire « Ah, ben, c'était moi le meilleur, les autres sont tous des cloches. Hein. » Réflexion, la Dali, par exemple. Hein. Bon, moi, je ne pouvais pas supporter. Non. Faut rester à sa place. Faut laisser sa cervelle où elle est. Faut penser comme on peut le faire, avec son intelligence et ses réflexions, puis ne pas être prétentieux en disant voilà, c'est moi le meilleur. Pas du tout. Je n'ai jamais été comme ça. Jamais. Moi, je dois dire que les expositions, ça m'a toujours un peu vulgairement emmerdé. Moi, j'étais pas Salvador Dali, hein. Oh, lui, il y a quelque chose qui comptait, c'était... non, non. Non. Moi, ce qui a toujours compté pour moi, c'est la vision des choses, l'intelligence de la pensée, l'intelligence des réflexions, parce que c'est ça le plus important, l'intelligence des réflexions. Et j'estimais que l'autre était quelquefois beaucoup plus intelligent que moi et m'apportait des sources de connaissances qui pour moi étaient importantes. De belles rencontres ont illuminé le chemin d'André, sa Via Compostela. Picasso, bien sûr, Derain, mais aussi Léger, Paul Colin, Cassandre et bien d'autres au hasard des routes qui se croisent en particulier sur les scènes de théâtre ou les plateaux de télévision. Malgré une personnalité entière, inapte aux concessions, il s'est souvent attiré la sympathie et parfois l'affection de ceux qui ont admiré son œuvre et reconnu le talent sous-jacent. Ainsi, ce président de la SFP, Jean-Charles Edeline, qui lui avait demandé de ne pas choisir de tenue vestimentaire aussi voyante que sa palette pour l'inauguration du théâtre de l'Empire, dont la rénovation devait beaucoup au professionnalisme de ce collaborateur apprécié. Jacques Chancel l'invitera même à parler de son métier au cours de son émission culte du Grand Échiquier. Nous sommes dans la menuiserie et je suis heureux de rencontrer André Paris, qui est le chef de la construction des corps. C'est donc ici que les choses se passent, que l'on voit toutes les belles constructions qui apparaissent à un certain moment sur l'écran. Oui, en partie seulement d'ailleurs, car nous avons d'autres ateliers que cette aire de prémontage, sur laquelle vous voyez en préparation le décor d'une dramatique, Choc en retour, la première d'une série policière, où nous aurons pour cela 2 studios occupés pendant 15 jours. Vous pouvez tout faire ici. Absolument tout faire. Lorsque c'est fini, on démolit et j'ai le cœur tout triste. Vous savez, on nous pose souvent cette question, Oui. Bien sûr. Alors il faut vous dire que si nous devions conserver tous les éléments de décor, la place de la Concorde n'y suffirait pas au bout de quelques années. Quelles sont les catégories de personnel qui travaillent avec vous? Le service construction des corps est composé d'environ 200 personnes, tous des professionnels, menuisiers, monteurs en décor, peintres décorateurs, maîtreurs, ponctuellement des électriciens, ainsi qu'un atelier de serrurerie. Y a-t-il quelque chose d'impossible? Je ne pense pas. Vous savez, dans la limite du décor, bien évidemment, et des surfaces de studio, on est obligé d'en tenir compte, mais il nous est arrivé de faire des constructions qualifiées de, non pas d'impossibles, mais de très difficiles. Si je vous demande Pompéi, si je vous demande Versailles ou Balbec, vous pouvez le réussir.
Oui, à la dimension de nos studios. Je vois Alors beaucoup de vos j'aimerais amis là. vous présenter quand même des Ben, responsables il ne doit qu'à venir près de nous du là. staff décor. Monsieur Fouilly, Bonjour. Monsieur Batréau, chef constructeur, qui ont la responsabilité de superviser l'ensemble des constructions dans les ateliers et les montages sur les studios. Monsieur Masson et Monsieur Ménager, les deux chefs d'atelier peintres. Oui. Monsieur Bretonneau, chef d'atelier menuiserie, et Monsieur Meyer, chef d'atelier monteur en décor. Quel est le problème essentiel dans votre travail? Eh bien, pour nous, c'est, je pense, le même problème que pour beaucoup de professions, les délais. C'est la couleur avant le trait qui structure la composition. L'œil du peintre la perçoit, ou plutôt en perçoit la vibration, que le cerveau transpose avant de guider une main adaptable à toutes les techniques. La couleur concrétise l'engagement de l'artiste et a vocation à remplir deux fonctions, celle de la couleur locale et celle de la couleur lumière, toutes deux essentielles au rendu recherché, selon les mots de Picasso lui-même au jeune et prometteur talent. La couleur locale assume la fonction chromatique, en recherchant l'harmonie par sa justesse. Chaque touche devant être compatible avec l'ensemble de la palette et contribuer ainsi à sa pertinence picturale comme à sa réussite esthétique. La couleur lumière, quant à elle, concrétise la transposition de la lumière dans une alchimie complexe qui offre à l'œuvre son éclat et finalement son mystère. La figuration n'est plus un objectif, mais le point de départ d'une déclinaison aboutissant à la transposition finale. Dans les nuages comme sur l'eau, la couleur et la lumière entrent dans la résonance d'une vibration commune. L'aquarelle est le travail préparatoire de l'œuvre et constitue une étape essentielle à sa maturation. Elle est souvent exécutée sur le motif, d'un pinceau souple et d'une matière presque translucide, rehaussée d'un nerveux trait d'encre de Chine à la manière des calligraphes. Elle fige la spontanéité par le rendu instantané de la perception du peintre. Le pastel, ou craie à l'huile, deuxième étape de la démarche, initialise le travail de maturation de l'œuvre. L'œil, conçu comme capteur primaire, après avoir stimulé l'éveil de la sensibilité artistique, cède la place à l'analyse. Le trait s'efface peu à peu devant la couleur et la transposition s'ébauche, préparant ainsi la future alchimie entre la toile et les pigments. Ce lien entre la matière et le support peut être obtenu par le couteau comme par le pinceau, ou leurs effets conjugués selon le rendu recherché. Le couteau par ses aplats réfléchit la lumière, tandis que le pinceau et ses stries la diffractent. L'aboutissement du processus cognitif est concrétisé par l'élaboration de la mosaïque, défi ultime. La pureté des couleurs et l'impossibilité de les retoucher imposent un engagement total du peintre. La géométrisation des traits et des formes rend le pari esthétique d'une extrême complexité. Dans ces conditions, le traitement des cieux tourmentés et des subtils reflets aquatiques relève d'une prouesse tout autant technique qu'artistique.
Dès la mise en place de la première tesselle de la mosaïque, la conceptualisation intégrale de l'œuvre finale est imposée. Pour André Paris, le choix de cette si exigeante technique n'est intervenu qu'après un demi-siècle d'exploration de son art. 50 années pour atteindre une maturité compatible avec une discipline que l'économie de moyens et d'artifices rend inaccessible à la plupart des peintres. Depuis l'Antiquité, rares sont ceux qui s'y sont risqués. L'absence de concession est une clé de lecture de toute son œuvre, et cette exigence, il l'exerce d'abord envers lui-même, refusant depuis toujours de céder à la facilité. Il n'est pas rare qu'il emporte un tableau qu'il vous a offert des années auparavant, au motif de corriger certaines erreurs, démontrant ainsi que la création est dynamique et ne se fige jamais. Là réside sans doute le secret de l'éternelle jeunesse picturale d'André Paris, mon père.